Salut, c'est Lucille Woodward et bienvenue dans Long Live, mon podcast. Aujourd'hui, nous parlons sédentarité. Attention, je ne parle pas de ne pas faire de sport, non, je parle de rester assis sur sa chaise tous les jours, 7 heures par jour. Et vous dites c'est beaucoup, et en réalité, c'est la moyenne générale. Et si vous avez un boulot assis devant un ordinateur, il est très probable que vous passiez même 12 heures par jour en position assise. Et ça vous tue, la chaise tue. Sitting is the new smoking. Et nous recevons donc aujourd'hui Paul Klotz, qui est expert et conseiller à la Fondation Jean Jaurès, qui a écrit une note superbe, très bien écrite, que je vous encourage vraiment à lire, sur la sédentarité, les méfaits de la sédentarité et comment les politiques publiques peuvent y répondre avec un minimum d'investissement public pour un maximum de rendement en santé et productivité. On est ici chez Wojo Saint-Lazare, un espace de coworking où nous adorons venir travailler pratiquement tous les jours et où nous arrivons souvent à nous lever pour faire quelques pas entre plusieurs réunions. Si vous aimez ce podcast, aidez-nous à le développer en vous abonnant, soit sur ma chaîne YouTube ou bien sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, les applis d'écoute que vous préférez. Mettez-nous des commentaires, mettez-nous des pouces vers le haut ou des étoiles pour bien nous noter. Ça nous aide à nous développer, à avoir de plus en plus d'interviews de qualité comme celle-ci. Et surtout, ça nous fait vraiment très plaisir. Bonne écoute! Merci beaucoup Paul de venir répondre à mes questions. J'en ai énormément pour toi. Mais avant de te présenter, donc tu es expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Qu'est-ce que c'est que cette Fondation Jean Jaurès dont j'entends si souvent parler ? Ouais, bonjour Lucille, merci beaucoup pour ton invitation avant toute chose. La Fondation Jean Jaurès, c'est un think tank, c'est une fondation d'innovation politique dont la vocation est de faire des propositions de politique publique à destination des décideurs publics. Et ces propositions, elles prennent la forme de notes. Moi, j'ai écrit une note sur la sédentarité, on y reviendra. Et souvent, elles partent de constats, de grands problèmes d'intérêt général qui traversent notre société et qu'on cherche à résoudre. Et donc, toi, tu as fait des études de santé publique, d'économie, de politique publique ? Alors, moi, j'ai fait des études qui portaient plutôt sur les sciences sociales, du droit, de l'économie, de la philosophie. Et je suis devenu un expert en politique publique, un spécialiste de ces sujets-là. Donc, la manière dont la puissance publique cherche à agir, quels sont ses leviers, quels sont ses moyens d'action. Et je me suis intéressé depuis un peu plus d'un an, spécifiquement à toutes les transformations politiques qui concernaient le vécu de l'individu, la transformation de ses modes de vie, de ses habitudes, etc. Ok. Et vous êtes écouté ? Parce qu'en fait, faire des recommandations, ok, mais est-ce qu'elles sont mises en place, ces recommandations, ces notes ? Eh ben, on est plus ou moins à côté. Déjà, on a une résonance médiatique qui nous permet de porter des messages, et ça, c'est très important. Et puis, sur l'exemple, par exemple, du sommeil, sur lequel j'ai écrit récemment, le gouvernement, pendant l'été, a sorti une stratégie sur le sommeil pour améliorer le sommeil des gens. Et dans ce cadre-là, par exemple, la Fondation Jean Jaurès a pu être approchée, consultée indirectement. Donc, il y a toujours des contacts avec les décideurs politiques qui permettent aussi de faire passer des idées. Et donc, tu as sorti une note qui, moi, m'a passionnée, très complète sur la sédentarité, qui est vraiment le fléau du moment. Est-ce que tu peux nous redonner quelques chiffres sur la sédentarité en France, peut-être aussi dans le monde, en Europe ? Alors, si tu permets, j'aimerais peut-être définir la sédentarité. Ouais. Pour commencer, la sédentarité, c'est le fait d'être dans une position au repos, éveillée, assise ou allongée. C'est... pour parler en termes scientifiques, un état physiologique qui correspond à 0 à 1,5 MET, équivalent métabolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est assis au repos, on dépense 1 MET. Et donc, l'état sédentaire, c'est la dépense comprise entre 0 et 1,5 MET. C'est très en dessous de l'activité physique intense, sportive, etc. Et on est considéré comme sédentaire à partir du moment où on passe 7 heures par jour en position de sédentarité. J'aimerais juste préciser qu'elle est à distinguer d'un autre phénomène indépendant qui est l'inactivité physique. L'inactivité physique, c'est le fait
de ne pas faire suffisamment d'activité physique en termes d'intensité, de fréquence et de durée, au regard d'un seuil recommandé par les autorités de santé publique telles que l'OMS. Et donc, la sédentarité, c'est passivement mes habitudes de vie qui dégradent ma santé, et l'inactivité physique, c'est activement ce que je ne fais pas en termes d'efforts pour améliorer ma santé, en termes d'intensité. Et donc, parce que la sédentarité, ça pourrait être opposé à être debout, marcher, se déplacer en vélo, faire la cuisine debout, faire un peu de jardin, promener ses enfants. C'est ça. Ça, c'est le contraire de la sédentarité. C'est le contraire de l'activité, on peut dire, ou le mode de vie actif. Et l'inactivité physique, donc c'est ne pas faire les 150 minutes de sport par semaine. Exactement. Contrairement à activité physique, où je fais minimum 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est ça? Tout à fait. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On remarque qu'elles ont les mêmes effets sur la santé, on y reviendra. C'est dangereux d'être ou inactif physiquement ou sédentaire, mais on peut être, selon les termes utilisés par les autorités de santé, actif physiquement et sédentaire, ou on peut avoir un mode de vie actif non sédentaire et être inactif physiquement au sens de ne pas pratiquer d'activité sportive. Et ce qu'on remarque même, c'est qu'on ne peut pas se dire que l'inactivité physique suffit à compenser la sédentarité. L'activité physique, suffit à compenser la sédentarité, puisque il faudrait 75 minutes de sport, d'activité intense pour compenser 7 heures de sédentarité. Donc il faudrait faire 1h30 de sport par jour pour compenser les effets de la sédentarité. Ça, c'est hyper fort. Exactement. Pour compenser le fait d'être assis 7 heures par jour, il faudrait faire 1h30 de sport par jour. C'est ça. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il faut adopter les deux modes de vie, qui sont le mode de vie non sédentaire et le mode de vie actif physiquement en faisant du sport. Donc en fait, le fait d'être et sportif et sédentaire, c'est possible. On peut préparer un marathon et être sédentaire. Et c'est le grand problème de notre société. Et c'est aussi peut-être un problème ou un manque d'éducation au sujet, parce que souvent les gens ont tendance à penser que peut-être le fait de faire du sport 3 fois par semaine peut suffire à être en bonne santé. Mais en réalité, il y a des risques de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de diabète très importants quand on est sédentaire, alors même qu'on est actif physiquement, au sens de l'activité sportive. Mais ça, c'est quand même très compliqué à envisager. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde passe 7 heures par jour assis. Je veux dire, même là, moi, je viens quand même en transport, mais dans le train, je m'assieds, parce que j'ai quand même 40 minutes de train. Ensuite, là, on est assis 1 heure. Après, je vais me rasseoir, je vais reprendre le train pour aller faire un swimrun. Donc, je vais être quand même super active samedi pour un swimrun, mais je vais quand même passer 3h30 dans le train. Donc, en fait, tout le monde passe 7 heures assis par jour. Oui, parce que la moyenne en France, c'est 7h24 assis par jour, en état éveillé. Et on peut même aller plus loin, chez quelqu'un qui travaille derrière un bureau. Donc, c'est 1/3 des Français qui travaillent derrière des bureaux en France. On monte à 12 heures assis 12 heures par jour. Pour les personnes qui ont des jobs de bureau, 12 heures assis. Ouais. Et donc, pour ne pas être sédentaire, en fait, il faut réussir, au sein de ces 7 heures ou au sein de ces 12 heures, à casser le rythme assis au repos, en se levant, en s'étirant, en marchant toutes les 30 minutes, etc. Donc, il faut, en fait, c'est pas grave si on reste assis 7 heures par jour, si on casse ce rythme. Exactement. Si très souvent on se lève, c'est quoi, c'est genre marcher vers la photocopieuse, prendre les escaliers pour aller à la cantine, ces genres de trucs? La recommandation sanitaire qui est faite notamment par l'ONAPS, l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, je connais pas. C'est de dire il faut marcher toutes les 30 minutes. Marcher toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, se lever, s'étirer, ça peut être 1 ou 2 minutes, mais se remettre en marche. Et on y reviendra peut-être, mais il y a énormément de propositions qui sont à faire dans le monde du travail, notamment pour inciter les gens, les travailleurs, à plus marcher. Juste peut-être pour rappeler ce point-là, aujourd'hui, on a des accidents du travail en grande quantité. 85% des accidents du travail sont ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques, qui sont beaucoup liés à des postures de bureau, parce qu'on est courbé, parce que le bureau est trop bas ou la chaise est trop haute. Et ces éléments-là montrent vraiment que le fait d'être assis, le fait d'être au repos, en travaillant, c'est dangereux pour la santé. C'est de la responsabilité des entreprises de lutter contre la sédentarité? Moi, je le pense. Je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Beaucoup de gens le disent. Il y a un très bon livre de Régis Juanico qui s'appelle « Bougeons, manifeste pour des modes de vie sédentaires » et j'invite tous les auditeurs à le lire. Très bien, on va l'inviter dans le podcast bientôt d'ailleurs.
C'est sorti en 2024, il me semble. Et sa recommandation, c'est de dire qu'il faut que tous les employeurs proposent 30 minutes d'activité physique sportive, cette fois-ci, à leurs salariés pendant la journée de travail, au moins pour casser un peu ça. Alors, tu vois, donc moi, je suis chef d'entreprise, j'ai eu jusqu'à 12 salariés. Maintenant, j'ai plutôt des prestataires. Mais c'est vrai que comment est-ce qu'on fait pour obliger son staff soit à faire du sport, soit à être actif, donc toutes les 30 minutes, monter un peu des escaliers et tout ça. Je trouve que c'est quand même pas évident. Par exemple, là, moi, je travaille avec une très grande mutuelle française qui essaye justement de faire bouger plus ses collaborateurs vraiment en interne. Et donc, une personne là dans un des calls que j'avais il y a pas longtemps disait oui, mais parfois, en fait, certains collaborateurs trouvent qu'il y a une espèce de pression à faire du sport. Ils en peuvent plus. En fait, qu'on les oblige à faire du sport en entreprise, ça crée presque un stress supplémentaire en entreprise. Donc, comment on fait quand on est petite boîte ou très grosse boîte pour inciter ses collaborateurs à être moins sédentaires, plus actifs? Il y a beaucoup de modalités. Je vais donner un exemple très concret. C'est ce qu'on peut appeler le design actif. Dans les entreprises, on peut designer architecturalement les bâtiments de sorte à encourager l'activité physique. Par exemple, on peut encourager ou désinciter à l'utilisation de l'ascenseur. Comment est-ce que ça marche ? Il y a des études qui sont faites qui montrent que quand on enlève une porte coupe-feu devant un escalier, l'usage de cet escalier augmente x 33. Parce que les gens ont vu l'escalier. Ils voient l'escalier, parce qu'il n'est pas sombre, parce qu'il n'est pas renfermé, parce qu'il est ouvert. Si on le met au milieu de l'espace de travail ou qu'il est facilement accessible, il est beaucoup plus utilisé. Ça, c'est l'aspect design actif. L'autre aspect, c'est un aspect, je pense, de responsabilisation individuelle des gens qui doivent aussi comprendre les bienfaits et les bénéfices de l'activité sportive. Si je peux me permettre d'évoquer un chiffre avec vous, quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous ne pratiquez pas d'activité physique, la première des causes qui est mentionnée, c'est j'ai peur des effets du sport sur ma santé. Parce que je suis en surpoids, parce que j'ai une blessure, parce que tout un tas de raisons. La peur de se blesser, c'est le premier frein. Le premier frein, le premier facteur, c'est ma santé. Je veux préserver ma santé, ou j'ai peur que l'activité sportive dégrade davantage ma santé, je me sens pas assez en forme pour faire du sport. Me fasse mal aux genoux, me fasse mal au dos, des trucs comme ça. Okay. Après, on a le manque de temps et le manque d'argent. Mais alors qu'en réalité, l'activité sportive, c'est toujours un remède. Quand elle est bien faite, quand elle est adaptée, si la personne a des spécificités particulières, des troubles particuliers, à ce moment-là, il faut une activité adaptée, mais c'est toujours un remède. Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces peurs, justement, sur le fait de se blesser, ou j'ai peur de me faire mal aux genoux, peur de me faire mal au dos, ou c'est plus pour moi, par exemple, notamment chez les personnes plus âgées. Qu'est-ce qui a fait, justement, qu'il y ait ces fausses croyances ? Mais moi, j'ai une hypothèse qui va peut-être pas être partagée par tout le monde, mais qui est de dire, au fond, l'approche culturelle qu'on a du sport, au global, elle est centrée sur la performance. Elle est centrée sur beaucoup le sport spectacle dans l'univers médiatique, dans notre univers culturel. C'est une pensée du sport que je qualifierais presque de néolibérale, qui encourage tout le monde à être l'entrepreneur de lui-même en permanent, avec un aspect de compétition très fort. Et on a complètement oublié la vertu du sport comme elle a pu être mise en avant dans l'Antiquité, par exemple, un sport santé qui élevait l'âme, les philosophes grecs disaient qui construit la vertu de l'individu même, qui améliore la santé mentale, qui améliore le bien-être global. Ça a complètement été chassé progressivement par le goût de la performance sportive, le goût de la compétition sociale, mais qui ne se rattache pas au sport lui-même, qui se rattache à tout l'édifice culturel dans lequel on est immergé et qui pousse les individus au dépassement permanent. D'ailleurs, en un sens, les réseaux sociaux aussi augmentent Tout à fait. C'est vrai que si tu cours, tu as l'impression que si tu fais pas l'UTMB, c'est un peu nul. Exactement, et ça c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, je rejoins cet esprit. C'est vrai que quand tu vois les footballeurs qui se blessent, on les voit énormément se blesser en plein milieu du match, ils repartent sur la barquette. Ou en ski aussi, très souvent, on voit des chutes terribles. Et en fait, ça contribue aussi à imaginer... et même les athlètes qui prennent leur retraite à 35 ans,
tout ça, ça cultive l'imaginaire du sport qui fait mal, qui blesse, qui est risqué. Et ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs. Il y a aussi un facteur de genre, il faut le dire. Hommes-femmes. Les femmes pratiquent moins d'activité physique que les hommes. Elles sont en dessous des il y a à peu près 40% des hommes qui sont en dessous des recommandations de l'OMS. Et c'est presque 70% des femmes qui sont en dessous des recommandations. Donc il y a un fossé immense entre les femmes et les hommes, qu'on explique essentiellement par la charge mentale des femmes, qui souvent, indirectement, sont assignées à des tâches domestiques, à l'éducation des enfants, au foyer. C'est vraiment une pensée qu'il faut combattre. Il faut féminiser, au fond, notre approche du sport, de la vie en société. Il faut être davantage féministe et comprendre que l'égalité homme-femme, elle a des effets directs aussi sur la santé des gens, sur la pratique physique, sportive, etc. Mais par exemple, en entreprise, moi je trouve que l'heure du déjeuner, par exemple, c'est extraordinaire pour notamment les femmes. Bien sûr, il faut combattre la charge mentale des femmes, etc. Mais malgré tout, lorsqu'elle est là et que les femmes n'ont que le temps sur l'heure du déjeuner, puisque ce n'est pas le moment où elles s'occupent des enfants, du foyer, c'est quand même un moment hyper privilégié pour faire du sport. Et par exemple, moi, dans ma communauté qui est peuplée majoritairement de femmes, très souvent, le frein, c'est il n'y a pas de douche au travail. Je me vois mal arriver avec les cheveux mouillés à une réunion à 14h parce que je suis allée nager. Enfin, ce genre de propos. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, obliger les entreprises... Alors, c'est vrai que les entreprises sont toujours beaucoup mises à contribution et j'en ai fait les frais de taxes, etc., pour aider les employés. Mais comment est-ce qu'on peut obliger ou inciter les entreprises à vraiment s'occuper de l'activité physique du staff ? Eh bien, c'est vrai que c'est une difficulté de réussir à inciter les entreprises. Est-ce qu'il faut les obliger ? Moi, je ne crois pas. Tu l'as dit, les entreprises, elles ont déjà énormément d'obligations, énormément de charges. Oui. Et puis, ce serait un chantier absolument immense, dans le sens où il y a des millions d'entreprises en France. Il faudrait vérifier PME par PME, que tout soit mis en œuvre, etc. En réalité, je crois qu'il faut un changement culturel. Et le changement culturel, malheureusement, il se fait dans la durée et dans le temps long. Mais comment est-ce que les entreprises peuvent y aider ? Par exemple, si on inscrit dans le droit du travail, avec une loi, l'idée que le salarié, dans ses droits fondamentaux, il a un droit à l'activité physique ou à l'activité sportive, qui est opposable sur le temps de sa pause méridienne. Dans les conventions collectives, Dans les conventions collectives, par exemple. Il pourra dire à son employeur, sur mes 1 heure de pause déjeuner, je décide de faire 30 minutes de sport, vous ne pouvez pas vous y opposer. L'employeur n'a pas d'objection à faire, ni d'obligation, ni de charge supplémentaire. Évidemment, ça ne va pas inciter les gens à faire plus de sport, mais déjà, ça peut commencer à faire comprendre qu'il y a un changement et que c'est important. Et c'est par petites touches comme ça, par petits pas, je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que tu as lu le livre de Boris Cheval, Le syndrome du paresseux ? Non, je ne l'ai pas lu. Non. Donc en gros, il est venu dans le podcast pile l'année dernière. D'ailleurs, on était allé chez lui à l'ENS Rennes. En fait, sa théorie, et qui est tout à fait justifiée, je t'invite à lire ce bouquin, il est tout petit, c'est que les humains, en fait, génétiquement parlant, en termes d'animal, sont faits pour ne pas dépenser trop d'énergie une fois qu'ils sont bien nourris. En gros, on est fait pour aller chercher de la bouffe, chasse-cueillette, dépenser un maximum d'énergie pour trouver des calories, mais une fois qu'on les a eues, on est fait justement pour les conserver et pas trop se bouger. Donc, comment est-ce que c'est pas un peu antinomique finalement, vu qu'au travail ou chez soi, on a la cantine, on a pléthore de nourriture. L'OMS vient de montrer d'ailleurs que désormais, la surnutrition surpasse la sous-nutrition des enfants, là, depuis 2025. Donc, on est tous trop nourris mondialement. Donc, est-ce qu'on n'est pas tous faits finalement justement pour plus bouger parce qu'on a assez de bouffe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelque chose qui est évident, c'est que nos modes de vie, les écrans, la malbouffe, encouragent de toute façon à la sédentarité, à la dégradation de la santé, à l'inactivité physique, etc. Par rapport à ce que dit Boris Cheval sur le syndrome du paresseux, effectivement, peut-être qu'il y a des mécanismes biologiques, neurologiques qui nous incitent à faire le moins d'activité physique possible, mais ce dont il faut se rendre compte, à mon sens,
c'est que sur tout le reste de la journée, pas seulement après le repas, en fait, nos modes de vie font que nous ne nous activons plus. Nous faisons 10 fois moins d'efforts physiques que par rapport à la fin du XVIIIe siècle, du fait de la transformation de nos modes de vie. Fin du XVIIIe siècle, donc c'est quoi, après la Révolution française? C'est ça, okay. Exactement. Il y avait une dépense énergétique 10 fois supérieure en termes d'efforts physiques. Et parce que tout le monde était plus ou moins agriculteur. Alors, surtout... Paysans, ou voilà, enfin, travailler la terre, beaucoup. Oui, et puis surtout, en réalité, parce que la moindre des actions quotidiennes supposait du mouvement. Il n'y avait pas d'automatisation des tâches domestiques. Vous deviez cuisiner vous-même, trouver des moyens de vous nourrir. Briser la glace pour faire la lessive. Exactement. Aller au marché pour acheter vos aliments. Il y avait surtout pas de voiture. Donc, c'est-à-dire, et puis l'accès à des mobilités était assez onéreux. C'était réservé à une certaine classe de la population. Donc, vous marchiez beaucoup. Et il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, on ne bouge plus. Mais du coup, ça, par exemple, donc moi, tu vois, je viens d'écrire un article sur l'obésité des chiens. Donc, par exemple, en Angleterre, 50% des chiens sont obèses. Et en Angleterre, par exemple, il y a partout désormais des snacks pour chiens. Partout où tu vas, dans les boutiques, les restaurants, les bars, les parcs en forêt, tu as de la glace pour chiens, des petits snacks pour chiens, des chips pour chiens, partout. Des drinks pour chiens, légèrement sucrés, au sucre de coco, donc quali, mais malgré tout calorique. C'est pas la faute des chiens s'ils sont obèses. Non. Donc on voit bien que c'est la faute de l'environnement. Est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de complot généralisé? Je ne suis pas trop pour la théorie du complot, mais une espèce de système généralisé qui nous pousse à manger, pousse à pas trop faire d'activité physique. Comment est-ce qu'on peut enrayer ce système? Et en fait, moi, c'est une des thèses très fortes que je défends dans ma note. C'est l'idée de dire qu'il y a un business de la sédentarité. Il y a un business de la sédentarité. Exactement. Alors, effectivement, il n'y a pas... Follow the money. Il n'y a pas des acteurs à pointer du doigt en disant... c'est de leur faute à eux. Tel ou tel organise la sédentarité. En réalité, la sédentarité, c'est un fonds de commerce. C'est le fonds de commerce du capitalisme numérique. C'est-à-dire que une entreprise de streaming, Netflix, Prime, Canal+, ils prospèrent sur quoi? Ils prospèrent sur le fait que les gens ne sortent pas de chez eux. L'autoplay, le fait de pouvoir passer d'un épisode à l'autre sans avoir à recliquer sur son ordinateur, etc., c'est un nudge, en fait, qui encourage à la sédentarité, par exemple. Les réseaux sociaux. Quel est le fonds de commerce du réseau social? C'est l'attention des gens. Donc, c'est le temps qu'ils passent devant leur écran. Et donc, vous devez créer des mécanismes d'addiction, de scroll infini, de notification, de rémunération de l'attention qui poussent les gens à rester le plus longtemps possible et donc à ne pas sortir de chez eux. Et puis, encore plus indirectement, les entreprises pharmaceutiques, sans forcément désirer la sédentarité, prospèrent aussi sur les revenus de toutes les solutions contre le diabète, aussi pharmaceutique. Là, tu parles bien de Big Pharma, notamment Novo Nordisk, qui cartonne grâce à son super médicament anti-obésité. Exactement. Et en face de ça, donc on a des profits privés. Je ne dis pas qu'il y a une main invisible qui décide qu'il faut organiser un mode de vie sédentaire. Mais en réalité, il y a objectivement des profits qui résultent de la sédentarité. Et face à ça, il y a des dépenses. Ces dépenses, ce sont des dépenses sociales. C'est la sécurité sociale. Donc nous, vous, les contribuables, qui payent parce que des entreprises privées organisent des modes de vie qui incitent à la sédentarité. Et bien malgré nous. Parce que c'est très très puissant ce que tu dis là. Et oui, et même je peux rentrer dans les chiffres, ils seront encore plus fous. Alors vas-y donne parce que ça intéresse. On estime que le coût de la sédentarité pour la société... La sédentarité, pas le manque d'activité physique. Seulement la sédentarité. Pour la société. C'est-à-dire, pas seulement pour les finances publiques, mais aussi en termes de baisse de la productivité, disons pour le PIB, quoi. C'est 140 milliards d'euros par an. 140 milliards d'euros par an. Voilà. Mais du coup, là, on est à la recherche de 44 milliards. Donc, ils sont là. Alors, c'est pas que des dépenses publiques. Hein. C'est vraiment une baisse de la productivité globale. Okay. Ensuite, sur l'inactivité physique. Donc, le manque de sport. Le non-suivi des recommandations de l'OMS. Cette fois-ci, pour les finances publiques. Parce que malheureusement, il y a peu de chiffres, donc c'est pas forcément très cohérent. Mais pour les finances publiques, c'est 17 milliards d'euros par an. De dépenses. De dépenses
qu'on pourrait éviter si les gens suivaient les recommandations de l'OMS, donc 75 minutes d'activité physique intense ou 150 minutes d'activité physique modérée par semaine et sans faire plus de 2 jours consécutifs sans sport. Ça, c'est 17 milliards d'euros par an qui pourraient être évités si on avait donc ce que je dis. Et la réalité, c'est que quand on met 1 euro d'argent public dans le sport, en fait, ça a un effet multiplicateur immense sur les économies budgétaires. Certains experts estiment qu'1 euro investi dans le sport, c'est 13 à 17 euros d'économie pour les finances publiques. Parce que moins de surpoids, moins d'obésité, moins de diabète, moins de maladies mentales aussi. Les maladies mentales explosent. C'est 27 milliards d'euros par an payés par la sécurité sociale pour résoudre justement les troubles de santé mentale. Donc, il y a un champ extrêmement vaste à explorer et c'est ce qu'on appelle en fait en économie une défaillance de marché. C'est-à-dire que les profits sont générés par des acteurs privés qui ne participent pas à l'effort de la collectivité, qui n'améliorent pas nos modes de vie, nos habitudes, qui ne participent pas à l'intérêt général. Et toutes ces externalités négatives sont financées par la puissance publique qui paye, et donc nous payons. Et c'est pour ça que je fais des propositions, notamment une proposition forte qui est le remboursement du sport sur ordonnance, sur laquelle je pourrais revenir. Mais ça, par exemple, le remboursement du sport sur ordonnance, dans le budget 2024 déjà, ça a été la première ligne supprimée, du premier débat, le premier jour du budget, premier truc supprimé, le sport sur ordonnance. Alors, en fait, le sport sur ordonnance n'existe pas. Je pense que tu fais référence au passe-sport. Non, c'était l'APA. l'activité physique adaptée. Justement pour les personnes malades, et ça, cette idée de sport comme ça sur ordonnance, rembourser le sport pour ces personnes déjà affectées par une maladie chronique par exemple, ça a été supprimé, mais en premier. Complètement. L'activité physique adaptée, comme le passeport d'ailleurs, sont complètement déconsidérés budgétairement. Moi, la proposition que je formule, c'est pas l'APA. Je m'explique. On a l'APA, donc l'activité physique adaptée, qui permet à des personnes qui ont des problèmes de santé caractérisés, des maladies chroniques ou des facteurs de risque comme le surpoids, l'obésité, de pouvoir bénéficier d'une activité physique adaptée en considérant que c'est un enjeu de santé publique, qu'il faut les protéger. Et donc le médecin peut prescrire à ces personnes-là une activité physique adaptée 2 à 3 fois par semaine. Souvent, c'est un enseignant spécialisé qui est passé par STAPS et qui s'est spécialisé dans l'activité physique adaptée, qui donne des cours dans un contexte justement adapté. L'activité physique adaptée, aujourd'hui, elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. On considère que c'est un levier de santé publique, mais seulement certaines mutuelles, certaines complémentaires ou certaines collectivités territoriales les remboursent. Moi, ce que je propose, c'est pas de créer l'activité physique adaptée qu'on a déjà, c'est de créer la prescription médicale du sport, adapté ou non. Je m'explique. Demain, vous allez chez votre médecin pour une visite de routine. Il vous dit, écoutez, il y a 4 principaux facteurs pour que vous soyez en bonne santé. C'est ne pas fumer, ne pas boire, bien manger et faire du sport. Et il vous dit, est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous êtes inscrit dans un club ? Vous dites non. Il vous fait une prescription qui vous permet de vous inscrire à un club de sport et c'est la sécurité sociale qui vous le rembourse. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse permettre à chacun d'avoir accès à une activité sportive en le justifiant par des raisons médicales et non par des raisons de performance, comme je l'évoquais tout à l'heure. On donne à chacun, en gros, un chèque de 100 € pour ce faire, mais avec un système bien contrôlé pour ne pas avoir c'est ça, le système. Contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu t'inscris au club de sport, tu prends ton remboursement et finalement, tu n'y vas pas. Mais c'est que moi, j'ai pensé à un truc, c'est que... Il faut un petit bracelet de suivi, c'est Gataka, là. C'est-à-dire que le responsable du club de sport qui récupère la prescription, il atteste de la présence du bénéficiaire sur un certain nombre de semaines ou de mois d'activité pour activer le remboursement par la sécurité sociale. C'est un mécanisme très simple à mettre en place. Si on considère que la sécurité sociale décide de rembourser à hauteur de 100 € par exemple par an, donc c'est pas forcément suffisant pour certaines activités sportives, mais c'est déjà substantiel. C'est presque la moitié. Par exemple, une inscription en club d'athlétisme ou de natation, c'est 300 €. Déjà, on a beaucoup de chance avec ces associations. Donc ça vient à peu près un tiers. C'est ça. Donc, pas mal.
Et si on projette ça sur 30 ou 40 millions de personnes, on est sur un coût budgétaire qui est entre 3 et 4 milliards d'euros, ce qui est évidemment énorme quand on cherche des économies budgétaires, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût de l'inactivité physique, c'est 17 milliards. Et si les gens faisaient les recommandations de l'OMS, on gagnerait 17 milliards d'euros par an. Mais alors, comment est-ce qu'on finance ça ? Parce que moi, je trouve que cette idée est géniale. Du coup, là, en ce moment, on parle finance, donc allons-y. Mais est-ce que du coup, il faut taxer les Netflix, Prime, Apple Play, enfin voilà, ce genre de choses ? Est-ce qu'il faut taxer l'industrie pharmaceutique qui fait des énormes profits sur ce genre de médicaments type obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, diabétiques ? Comment est-ce qu'on peut, comme ça, envisager des fonds pour mettre en place ? Parce que finalement, c'est le fait de mettre en place le truc les 5 premières années, en fait. C'est démarrer la machine. Puisqu'après, théoriquement, ce sera rentable. C'est ça. Dans le sens où, ce sera même bénéficiaire, parce qu'on va, en gros, avoir 12 milliards d'euros de marge nette, quoi. Entre 5 milliards de dépenses et 17 milliards de gains. Mais à court terme, comment est-ce qu'on le finance ? Moi, je pense qu'un des principaux éléments, c'est déjà une taxe sur les boissons sucrées, les sodas, qui aujourd'hui est très faible et qui, dans d'autres pays, a été mis en œuvre avec un succès. Dans quel pays est-ce que ça a été mis en œuvre ? Parce que, par exemple, en Angleterre, que je connais très bien pour le coup, c'est pratiquement pas passé. Ouais, il me semble que la Nouvelle-Zélande l'a mis en place. Nouvelle-Zélande, Australie, assez en avance sur ces thématiques, d'ailleurs. C'est ça. On peut aussi considérer que... les producteurs d'externalités négatives, notamment les industries agroalimentaires qui produisent de la malbouffe, en fait, soient surtaxés. Ce qui, par ailleurs, renchérirait le prix de la malbouffe et encouragerait les gens à cuisiner davantage par eux-mêmes et à acheter des matières premières brutes. Donc, inciterait à faire soi-même sa cuisine. Donc aussi du mouvement. Donc aussi apprendre à bien se nourrir. À prendre soin de soi. Et puis, voilà, évidemment, il faudrait aussi un peu mettre de l'argent de la puissance publique, sans forcément des taxes nouvelles, qui, comme je le disais, sera remboursée au bout de 5 ou 10 ans. Alors, est-ce que tu as postulé au rôle de ministre de la Santé ? Parce que là, il y a un gouvernement qui se cherche. Non, je n'ai pas postulé. Parce que tu as l'air jeune, mais comment est-ce que ces idées peuvent passer ? Moi, j'ai l'impression que là, on parle, c'est cool, mais on est un peu dans une espèce de microcosme. Et quand on essaie d'en parler à droite ou à gauche de personnes qui ne sont pas forcément très intéressées par le sujet, moi, quand j'en parle, par exemple, tout le monde dit « Oui, c'est super ce que tu dis, mais c'est l'utopie, ça passera jamais, c'est impossible. Le système en place est tellement fort. » Comment est-ce qu'on peut vraiment imaginer ? Moi, je suis toujours optimiste, mais est-ce que vraiment ça pourrait imaginer d'être passé ? La réalité, là, c'est qu'on vit une période d'instabilité politique assez forte qui, je pense, empêche beaucoup de choses de passer, de toute façon. Et effectivement, je ne crois pas que ce soit la priorité de la plupart des décideurs politiques parce qu'on n'a pas fait cette transformation qui est de dire on vit une nouvelle condition sociale. Je m'explique. Moi, quand j'ai écrit ces notes pour la Fondation Jean Jaurès sur le sommeil, sur la solitude, sur la sédentarité, bientôt sur le manque de temps libre. Quelle est mon idée ? Manque de temps libre. Oui, je pourrais revenir justement, c'est très lié à la sédentarité. Mais mon idée, c'est de dire, politiquement, le vécu quotidien de l'individu, ce qui nous traverse, ce qui rend la vie pénible, tout ça, on ne l'approche qu'à travers un prisme qui est très 19e siècle, marxiste, c'est-à-dire ce qui rend la vie dure, c'est encore beaucoup pour les gens, le travail, les conditions de travail, l'ouvrier qui se brise le dos sur la chaîne de production. Ça, c'est encore très fort dans cet imaginaire-là. En réalité, c'est plus tellement vrai. Il n'y a plus vraiment d'ouvriers. Et la figure de la pénibilité, elle s'est déportée sur le consommateur. Aujourd'hui, la personne qui souffre dans la société, c'est l'hyperconsommateur qui manque de sommeil parce qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone, qui est isolé socialement parce que ses cercles de sociabilité sont complètement fragmentés, qui est très sédentaire. Et donc, il faut comprendre que la nouvelle condition sociale de l'individu, c'est cet ensemble de transformation de nos modes de vie qui doit être pris en compte par le politique, qui doit, au fond, se dire l'individu n'est pas comme il y a 200 ans, il a des nouvelles contraintes, il a des nouvelles formes de pénibilité, et politiquement, c'est que comme ça qu'on y arrivera, et je crois
et je me trompe peut-être, et c'est peut-être utopiste, que c'est un sujet consensuel. Parce que quel responsable politique ne voudrait pas se dire « je veux améliorer la condition de vie des gens ». Je veux que le vécu quotidien soit plus doux. Je veux que l'épanouissement soit plus grand. Donc, j'espère qu'il y aura des consensus. Moi, j'ai eu des échanges parfois avec des responsables politiques d'horizons différents. Ils sont toujours tous très intéressés. Et je pense que de toute façon, on y viendra nécessairement parce que c'est des sujets qui montent dans le débat public. J'ai une autre question, plutôt exemple alimentaire. Donc ma fille là, qui vient d'entrer en 6e a eu une espèce de brief de l'infirmière scolaire très impliquée qui vient dans chaque classe de 6e à la rentrée pour parler alimentation et sport. Et aussi justement les écrans, bon, bref. Message de santé publique, vraiment, tu sens que c'est une femme qui bosse super bien. Et donc, dans la classe de ma fille, 30 élèves. Elle parle donc du petit déjeuner et donc, elle demande à chaque élève de la classe quel est son petit déjeuner. Et donc, ma fille rentre le soir en disant « Mais maman, tu peux même pas imaginer, j'étais la seule avec une autre fille qui fait aussi un sport assez intense. J'étais la seule à ne pas manger des céréales, miel pop, choc-à-pic, extra. » Donc, nous, on vit quand même... Alors, on vit pas dans la ville la plus riche de France, hein, mais on est quand même dans une banlieue plutôt favorisée. Je pense que la majorité des parents sont quand même éduqués. Les enfants vont bien à l'école. Tout le monde sait ce qu'il faut manger. Enfin, je veux dire... Et donc là, quand même 28 élèves sur 30 qui bouffent des céréales ultra sucrées dès le matin. Est-ce que c'est la faute des parents ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en peuvent plus ? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à dire non aux enfants ? En fait, c'est quoi les modalités de cette espèce d'abandon parfois de la situation ? Moi, je ne pense pas qu'il faille accabler les parents ou les enfants qui mangent mal. La réalité, c'est que tout les incite à manger mal. Des publicités à la télévision, le prix beaucoup plus bas que des produits qui sont cuisinés ou de qualité, un gain de temps immense. Ce qu'il faut accabler, je crois, c'est le manque de courage du politique qui voit les données scientifiques arriver. Les chercheurs leur disent la malnutrition via l'obésité, qui justement est passée devant la sous-nutrition le 10 septembre, c'est extrêmement dangereux. Ça détruit les enfants dès le plus jeune âge. C'est par ailleurs un marqueur de classe. 75% des enfants obèses sont des enfants de personnes issues des classes populaires ou des ouvriers. Ça entretient dans la pauvreté, en un sens, puisque ça vous condamne à des problèmes de santé, ça vous condamne à un manque d'émancipation. Et ça, on le sait, mais on ne veut pas prendre de mesures parce qu'il faut aussi dire que les industries agroalimentaires, c'est de l'emploi, c'est de la croissance, c'est de la richesse. Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire un choix de société. Il faut avoir le courage de taxer, de dire non, d'interdire aussi. D'interdire, par exemple. Est-ce qu'on pourrait réguler la quantité de malbouffe disponible, comme on fait pour les pharmacies ou les médicaments ? Je donne un exemple. Moi, je prends le train pour notamment aller en Franche-Comté. Depuis les années 80, c'était les premiers TGV qui allaient vers l'Est. On allait à la gare de Lyon très régulièrement. Et à la gare de Lyon, il y avait un restaurant, c'était le Train Bleu, il existe toujours, et peut-être une boulangerie un peu pourrie qui proposait des sandwichs pas bons. Et clairement, on se débrouillait autrement pour manger, pour aller prendre le train et aller voir mes grands-parents. Aujourd'hui, ce soir, je vais à la gare de Lyon. Il y a au moins 40 propositions de nourriture dans la gare de Lyon. Des restaurants de partout, la super boulangerie machin, le merveilleux, les chocolats trucs, le Monoprix. Enfin, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre le train sans devoir dire dans ta tête 40 fois non au muffin, pain au chocolat, mocha, super M latte, méga crème. C'est hallucinant. Et je veux dire, au bout d'un moment, en fait, aussi, on n'en peut plus de toujours devoir dire non, même quand tu vas dans le TGV wagon-bar, là. Mais avant, tu avais peut-être 2 gâteaux. Maintenant, tu as une montagne comme ça de propositions avant de demander ton thé dans le train. Donc, est-ce qu'on ne peut pas interdire ou réguler
par exemple, il y a 2 pharmacies dans le village parce qu'il n'y a pas assez de population, est-ce qu'on ne peut pas interdire ou dire dans la gare de Lyon, il n'y a que 4 propositions de bouffe plutôt que 40? Mais moi, je m'emballe. Non, mais j'y serais défavorable parce que je trouve que ce serait une atteinte trop forte à la liberté d'entreprendre. Des gens, de pouvoir installer des commerces, etc. Mais par contre, on peut faire jouer les mécanismes économiques. Si on surtaxe certains produits, si on les rend très onéreux, les commerces eux-mêmes qui les mettent en rayon vont arrêter de les proposer en rayon. Et si à l'inverse, on trouve un moyen de subventionner plus fortement l'agriculture biologique, les produits bruts, les matières premières, on les verra aussi apparaître en rayon. Et à côté de ça, il y a effectivement un message de publicité à faire passer qui est manger mieux, informer les gens sur les problèmes de santé publique, etc. Mais c'est effectivement une position qui est très difficile à trouver parce qu'on tombe très vite dans la prescription. Il faut aussi faire attention au risque presque de mesures un peu totalitaires qui viseraient à interdire totalement ou pas. Je pense qu'il faut aussi comprendre que certaines fois, c'est un élément de plaisir de mal manger, de manger un muffin extrêmement sucré, mauvais pour la santé. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée, mais pour moi, il y a une solution qui est possible si tout le monde a le courage de s'en saisir. Et il y a énormément de propositions qui existent, qui sont faites par des scientifiques, par des experts à longueur de journée. Et il faut juste avoir le courage de les mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un pays qui y arrive ? Est-ce qu'il y a dans le monde des exemples où la population fait du sport, mange pas trop mal, où par exemple il y a des taxes qui sont vraiment faites sur cette malbouffe, où les entreprises sont vraiment incitées à faire bouger leurs salariés? Est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels on pourrait vraiment s'appuyer? Sur la malbouffe spécifiquement, moi j'ai pas d'exemple. En revanche, sur davantage d'activité et de mouvement dans les modes de vie, ça il y a des exemples, notamment les pays nordiques. Les pays nordiques conçoivent l'urbanisme, les villes, les espaces, de sorte à favoriser beaucoup le mouvement. C'est ce qu'on appelle le design actif des villes. Ça, par exemple, les Pays-Bas ou les pays scandinaves sont très en avance sur nous. Faut savoir qu'en France, une personne qui travaille à moins d'1 kilomètre de son domicile, elle a une chance sur 2 de prendre la voiture pour y aller. Alors qu'il lui faudrait 10 ou 15 minutes à pied et 3 ou 4 minutes en vélo. Quand vous coupez la route en 2, que vous mettez plein de dos d'âne et que vous mettez des pistes cyclables sécurisées à côté, les gens ils arrêtent de prendre la voiture et ils prennent le vélo pour aller au travail. Et puis il y a aussi des cultures. Il y a une culture de la marche par exemple qui est beaucoup plus forte dans les pays scandinaves qu'en France. On est encore très imprégné de cette civilisation de la voiture, de cette civilisation de l'immobilité. Et là, il y a des éléments sur lesquels s'inspirer. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre exemple sur les Nordiques, parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, de ressources? Je pense à la Norvège, qui a quand même beaucoup plus de ressources que nous, beaucoup moins de densité de population aussi. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur eux? Enfin, je veux dire, dans l'état d'esprit, oui, mais dans la faisabilité réelle. La réalité, c'est que si vous transformez une ville pour la rendre entièrement piétonne ou cyclable, en fait, à la fin, vous avez des gains d'argent. Parce que vous n'avez plus de congestion, vous n'avez plus de retard des gens, vous avez davantage de piétons, donc peut-être davantage de commerce, un cœur plus vivant, des gens qui vont mieux aussi, qui se sentent mieux. Et construire une piste cyclable ou transformer une route en piste cyclable, en réalité, ce n'est pas extrêmement cher. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, qu'on oublie toujours, c'est la végétalisation. Si vous voulez que les gens sortent dans la rue, il faut végétaliser massivement. Et végétaliser massivement, c'est aussi assez peu onéreux. Parce que plutôt que de mettre un revêtement bituminé ou goudronné, si vous mettez des plantes, ça vous revient en fait moins cher. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, en parlant de végétalisation, de faire une incise sur ce sujet-là, moi je voudrais dire que la sédentarité, elle est extrêmement liée à la crise écologique. À la crise écologique. À la crise écologique. Pourquoi ? Parce que le fait que nous soyons aussi sédentaires nous coupe de notre relation à l'environnement, à la végétation, aux vivants, aux animaux. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Peter Kahn qui a développé une théorie qui s'appelle le syndrome d'amnésie environnementale générationnelle. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous nous faisons une idée de la nature qui correspond à la manière dont nous la voyons dans notre quotidien. C'est-à-dire que si je vis en forêt avec des chevreuils, des sangliers, des renards,
je vais avoir l'idée d'un vivant et d'une nature merveilleuse, abondante. Mais si je vis au pied de la tour Montparnasse et que je vois juste des pigeons, je vais avoir une idée de la nature qui est nécessairement pauvre, dévalorisée, dégradée. Or, cette idée de la nature conditionne elle-même la manière dont je m'engage dans la protection de l'environnement, la manière dont je défends la nature. Et en réalité, le fait qu'on ait construit une civilisation de la voiture, mis des routes partout qui cassaient les paysages, fait que nous nous sommes désintéressés du vivant, malgré nous, et que nous avons une référence au vivant qui est très appauvrie, et donc nous avons moins d'émerveillement et moins d'incitation à protéger la nature. Si tu me le permets, je voudrais citer un exemple statistique extrêmement frappant. Il y a un chercheur britannique qui s'appelle William Bird, qui a fait une étude pour regarder sur 4 générations de personnes qui vivaient dans une même maison de 1926 à 2007, les espaces dans lesquels ces personnes se déplaçaient autour de leur maison à chaque fois qu'elles avaient 8 ans. C'est-à-dire l'arrière-grand-père quand il avait 8 ans en 1926, où est-ce qu'il se promenait autour de la maison, etc. Jusqu'à l'enfant de 8 ans en 2007, où est-ce qu'il se promène autour de la maison. En 1926, l'arrière-grand-père se promène dans un rayon de 9 km autour de sa maison. À l'âge de 8 ans, 9 km. À l'âge de 8 ans. Il est capable, quand on lui demande qu'est-ce que tu connais, il connaît un rayon de 9 km autour de lui. En 2007, c'est 300 mètres. 300 mètres. Et pourquoi ? Parce qu'on habite en ville. La maison, c'est le même endroit. Ah d'accord, c'est la même maison. C'est la même maison. Maison, puisque cette famille vivait dans la même maison. Ok. Tout simplement parce que la voiture est apparue, les routes sont apparues. Effectivement, ça a été urbanisé autour de la maison. Et donc, c'est devenu beaucoup moins intéressant de se promener, d'aller visiter. Et c'est devenu plus risqué avec les voitures qui peuvent te renverser. Et c'est devenu plus risqué. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, cette culture aussi du risque, des parents qui sont beaucoup plus inquiets qu'autrefois. Mais ça, on laisse beaucoup moins les enfants partir tout seuls, le jeune. C'est lié aussi au développement des médias, de la société de l'information, etc. Mais voilà, en fait, être moins sédentaire, c'est aussi se rapprocher de la nature et donc rétroactivement protéger l'environnement, le défendre, etc. Même finalement, en termes de prise de conscience et même d'action publique, c'est presque un peu same. L'environnement et l'inactivité physique, on sait tous qu'il faut faire plein de choses, personne ne veut vraiment le faire, il y a énormément de freins, de lobbying. Moi, j'ai l'impression que la sédentarité et la malbouffe, la lutte contre ce mode de vie malsain, est à peu près à 30 ans derrière la lutte contre les réchauffements climatiques ou le problème écologique. Ouais, j'ai la même conviction. Alors du coup, un peu comme dans Chaleur humaine finalement, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens ? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais justement à ton niveau vraiment individuel ? Qu'est-ce qu'on peut dire à son entourage pour qu'il soit plus actif, faire plus attention à sa santé individuelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, si je reprends les recommandations, notamment du livre de Régis Juanico dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Bougeons, il a 2 conseils que je trouve très intéressants. Le premier, c'est de dire remplacer l'ascenseur par l'escalier sur le mode de travail. Mais ça, Paul, moi, tous les jours sur Instagram, je mets une photo des escaliers vides. Mais c'est fou. Ouais. Tout le monde est sur les escalators. J'en ai des photos comme ça, j'en ai des centaines, je pense, si tu scrolles sur mon téléphone. Et oui, et le cardiologue François Carré dit qu'un bon moyen de savoir si on est en bonne santé physique ou pas, c'est que si on est essoufflé après 2 étages, c'est que ça va pas et qu'il faut se mettre un peu plus au sport. 4 étages, ça commence à être OK. Et 6 étages, c'est que vous êtes vraiment bon et en forme. Donc, c'est aussi un bon moyen de savoir. Être essoufflé à partir de 6 étages. Ouais. Enfin, arriver au bout de 6 étages juste avant l'essoufflement, quoi. Okay. Donc, voilà, l'escalier. L'autre chiffre, c'est... l'autre proposition, ça peut être le nombre de pas. Alors, on entend souvent les 10 000 pas, qu'en fait, c'est une invention marketing japonaise. Mais il y a des études sérieuses qui ont été faites qui montrent que la bascule se fait plutôt autour de 7 000 pas. 7 000 pas, c'est 5,2 km à peu près pour une personne. Et si on prend 2 cohortes de population, une cohorte qui marche moins de 7 000 pas et une cohorte qui marche plus de 7 000 pas par jour, en fait, la cohorte qui marche plus de 7 000 pas par jour, elle a 40% de risque de mortalité en moins. C'est énorme. Donc,
un seul conseil, ça peut être déjà, sans forcément faire les 7000 pas si vous êtes à 2000, parce que le changement va être énorme, déjà de faire 1000 pas de plus. De faire ça, 1000 pas de plus, et puis dans 3 mois, remonter et faire encore 1000 pas de plus, etc. Merci infiniment. J'ai hâte que tu te présentes aux prochaines élections parce que je voterai pour toi. Donc tiens-nous au courant. Et donc un prochain livre que tu sortiras au mois de janvier. Qui sortira au début de l'année 2026 chez Flammarion, autour de cette idée de nouvelles conditions sociales et d'une vie qui nous entoure de plus en plus brutale et qu'il faut améliorer. Et ben on te souhaite beaucoup de succès et surtout beaucoup d'influence. Merci beaucoup. Alors combien de fois est-ce que vous avez réussi à vous lever de votre chaise pendant cette discussion? J'espère au moins 2 fois, quelques pas, quelques petits exercices. La sédentarité, c'est vraiment un tout petit travail au quotidien. Et surtout, c'est vraiment une vision d'ensemble globale. J'espère que les politiques publiques vont bientôt s'atteler à ce sujet. En tout cas, moi, je serai là pour les aider et pour essayer de favoriser leurs actions parce que ça vaut plus que de l'or. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous aider, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à vos amis, à votre famille. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-le en favori. Comme ça, il est tout de suite téléchargé. Vous êtes sûr de pouvoir l'écouter dès le lundi matin, première heure. On vous dit merci infiniment de nous écouter toujours de plus en plus nombreux et à bientôt. Salut!